Dans cette vidéo, nous allons continuer à améliorer le feel and juice de notre prototype en ajoutant des effets au matériel de la hache et en ajoutant des systèmes de particules Niagara pour créer une traînée lors du lancer et une sorte d'explosion lorsque la hache revient dans les mains du joueur. Salut à tous et bienvenue sur Game Dev Teacher. Je m'appelle Evans et je vous aide à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos clairs et faciles à comprendre. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Cette vidéo fait partie de ma série Let's Game Dev dans laquelle nous reproduisons le lancer de hache du dernier God of War. Ainsi, afin de mieux comprendre tout ce qui se passe dans cette vidéo, je vous invite à regarder la série depuis le début en cliquant sur le lien que je mettrai dans la description de cette vidéo. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons travaillé sur le feel and juice de notre prototype en dynamisant les mouvements de notre caméra. Le rendu est déjà bien plus vivant, mais je pense qu'on peut encore améliorer tout ça en ajoutant des effets supplémentaires. Et pour ce faire, nous allons commencer par travailler sur le comportement de la hache. Alors ce que je vais faire dans cette section, c'est que lorsque je vais charger le lancement, j'aimerais que la hache se mette à vibrer et clignoter, un peu comme si elle était impatiente d'être lancée. Donc pour ce faire, je vais aller travailler sur le matériel de notre hache. Donc je vais ouvrir le M_axe. Et là, comme vous pouvez le voir, on a toutes les textures qui sont utilisées pour la hache. Donc je vous renvoie vers l'épisode dédié à l'équipement d'une arme si vous voulez comprendre tous ces matériaux-là. Donc là, le matériau qui m'intéresse, enfin la texture qui m'intéresse, c'est la texture émissive. Alors cette texture-là, elle se concentre sur les parties bleues de la hache. Donc, je fais un petit peu d'espace ici. Et donc là, on peut voir ici que on a tout ce qui est bleu directement sur la hache. On va donner une sorte de... Comment dire ça ? L'émissive sert à émettre de la lumière. Donc, je vais changer cette partie-là. Je ne veux pas prendre la sphère. Je vais plutôt sélectionner la hache dans le content. Et je vais venir ici pour cliquer sur la théière. Donc, au moins, on peut voir le résultat directement sur notre modèle. Donc là, nous avons la hache. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter l'intensité de cette lumière. Comment est-ce que je vais faire ça ? Il faut que je multiplie cette intensité par un facteur. Donc là, si je branche ça là, et je mets une valeur de 5 par exemple, vous pouvez voir que la hache là, elle est plus lumineuse, que les parties bleues de la hache sont bien plus lumineuses. Donc, là maintenant, si je veux faire clignoter tout ça, il faut que j'utilise une sorte de fonction qui, au fil du temps, va faire varier cette valeur-là. Et qu'est-ce que je vais utiliser pour ça ? Déjà, je vais faire appel à mon nœud time, qui va donner le temps qui s'est écoulé depuis le début du lancement du jeu. Cette fonction time, je vais brancher dans un sine. Le sine, en fait, c'est une fonction sinus qui va envoyer une valeur ici allant de -1 à 1 au fil du temps. Donc là, si je fais un Start Previewing Node, vous voyez qu'on a un clignotement. Donc, ce sign-là, il va de -1 à 1, et le problème, c'est que si je mets une valeur négative ici, il ne se passera rien. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter +1 à ce sign. Ce qui va se passer, c'est que au lieu d'aller à -1, on va aller cette fois-ci de 0 à 2 pour le coup. Donc, là, maintenant que j'ai ça, il ne me reste plus qu'à brancher ça ici. Et donc, vous pouvez voir que ma hache se met à clignoter. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter comme autre paramètre ? J'aimerais déjà faire en sorte que la hache puisse clignoter plus vite. Et pour ce faire, je vais multiplier la valeur qui sort de ma fonction time par un facteur. Ce facteur-là, je vais faire un scalar paramètre et je vais appeler ça blinking speed. Donc le blinking speed, je vais le mettre à 5 pour accélérer le temps par 5. Résultat, vous voyez que la hache brille beaucoup plus vite. Ensuite, ici, j'ai la valeur qui sort entre 0 et 2 et j'aimerais multiplier ça pour avoir une intensité bien plus forte en termes d'émissif. Donc là, je vais faire un multiply ici que je vais brancher là. Et là, je vais faire un autre paramètre, scalar, paramètre que je vais appeler blink intensity, l'intensité du clignotement. Donc si je mets cette valeur à 0, on ne clignote pas. Si je mets cette valeur à 5, on a un clignotement bien plus prononcé.
une valeur lumineuse qui est bien plus forte. Donc là, si je sauvegarde tout ça, et que je lance l'exécution, vous pouvez voir que notre hache clignote bien. Donc si je maintiens, elle clignote et tout. Le souci, c'est qu'elle ne s'arrête pas de clignoter. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour modifier tout ça? On va utiliser un lerp. Alors, ici, je vais faire un linear interpolate. Je vais faire appel à celui-là. Je vais le brancher dans le multiply. Ensuite, là, je vais tirer un constant. Je vais mettre ça à 1. L'autre partie, je vais la brancher ici. Et là, je vais faire un autre paramètre, scalar parameter, que je vais appeler charging. Alors, ce paramètre-là, il va rentrer dans un lerp. Et le lerp, je pense que vous le connaissez si vous êtes des habitués de ma chaîne, il va aller de A à B en fonction de la valeur qu'on lui donne. Si je donne une valeur de 0, il va donner 1 ici. Si je donne une valeur de 1, il va renvoyer le résultat de cette fonction-là. Donc l'objectif, c'est que du coup, je vais mettre ça à 0 pour commencer, et je vais faire en sorte que lorsque le joueur va charger le lancer de la hache, qu'on initialise cette valeur à 1. Et comment est-ce que je vais faire ça? Je vais d'abord aller dans la hache, et je vais y créer une nouvelle fonction. Je vais appeler ça setChargingState pour mettre en place l'état de chargement. Je vais prendre le mesh de ma hache et je vais faire un create dynamic material instance. Alors là, on va créer une instance de notre matériau, du matériau de la hache, donc celui sur lequel on vient de travailler, et je vais juste faire un set scalar parameter value. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle va aller chercher dans le matériau un paramètre qui porte un nom bien précis. Et ce nom-là, il faut le renseigner ici. Là, on a none. Donc si je prends par exemple la variable charging, je vais copier le nom de ce paramètre-là et que je vais le brancher ici. En fait, la valeur qui va rentrer ici dans value va permettre de changer la valeur du paramètre charging. Donc là, comment est-ce que je vais faire pour changer cette valeur? Donc si je mets à 1, la hache va clignoter. Si je mets à 0, elle ne va pas clignoter. Donc, pour décider quelle valeur je vais mettre, je vais faire appel à un select. Le select, en fait, va choisir une valeur, donc dans mon cas 0 ou 1, en fonction d'un paramètre que je vais rentrer ici. Et ce paramètre-là, je vais créer un booléen en entrée de ma fonction que je vais appeler bIsCharging. Donc du coup, je branche ça là. Et si isCharging est mis à true, on va faire clignoter la hache. Si isCharging est mis à false, on ne va pas faire clignoter la hache. Donc je compile ça, je sauvegarde, et maintenant il faut que je fasse appel à cette fonction. Où est-ce que je vais faire appel à cette fonction? C'est simple, en fait, je vais aller dans la partie du player, dans le axeGraph. Là, lorsque le joueur va charger, c'est ici que je dois faire appel au clignotement. Et comment est-ce que je vais faire ça? Je vais prendre le child actor axe, je vais faire un get child actor pour récupérer vraiment l'acteur et pas le component child actor. Et cet acteur-là, je vais faire un cast vers le BP axe. Bon, comme on sait que c'est forcément un BP axe, on peut convertir ça en un purecast. Ici, convert to purecast. Ça va juste nous faire économiser des connexions. Et enfin, une fois que j'ai le cast qui fonctionne, je fais un set charging state. Donc là, lorsqu'on charge la hache, lorsqu'on charge le lancer, on va activer le charging state. Donc ici, faire clignoter la hache. Et enfin, à quel moment est-ce que je vais désactiver ça? Donc je vais faire une copie. Je vais désactiver ça lorsque le joueur va lancer la hache. Donc ici, dans la fonction throwAxe que nous avons codée dans un épisode précédent, à ce moment-là, on détache la hache des mains du joueur. Donc lorsqu'on va détacher la hache des mains du joueur, on va arrêter ces clignotements. Donc je décoche cette partie-là, stopper les clignotements de la hache. Donc je compile et je sauvegarde, et si je lance, on peut voir que notre hache ne clignote pas, mais que dès que je charge,
elle se met à clignoter. Donc maintenant que nous avons fait cette partie-là, nous allons nous attaquer à la partie shake. Alors là, la hache, elle clignote lorsque je charge, et j'aimerais bien, comme je disais au début de cet épisode, faire en sorte qu'elle bouge, qu'elle tremble, comme si elle n'attendait que ça d'être lancée. Comme si elle était toute une puissance se dégager de cette hache et qu'on voulait lâcher la puissance en lançant la hache dans le monde. Donc pour ce faire, nous allons revenir dans le matériau. Et ici, directement dans le matériau, je vais venir changer quelques paramètres. Donc là, je vais bouger mes textures. Je vais sélectionner le nœud principal du matériau et je vais venir chercher ici en bas la partie qui correspond à la tessellation. Alors voilà, tessellation. Hop, je vais faire un petit peu d'espace ici et je vais mettre flat tessellation. Alors, la tessellation, en activant cette partie-là, on va donner l'autorisation au matériau de faire bouger les vertex. Pour le faire simple, on va lui donner le droit de faire bouger les points de notre maillage. Donc on peut les déplacer, on peut les redimensionner. Et donc vous voyez que là, lorsque j'ai activé le flat tessellation, on a 3 nœuds, 3 pins qui ont été activés ici dans le matériau. Nous, le pin qui nous intéresse, c'est le World Position Offset. Donc lui, il va nous permettre de faire bouger les points de notre mèche. Et donc du coup, de faire trembler notre mèche. Donc là, je vais récupérer cette partie-là, le LERP, ici. Je vais brancher cette partie-là dans le World Position Offset. Et donc là, je vais commencer à coder une petite logique. Donc admettons que je mets le charging à 1 pour voir un peu ce que nous allons faire. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore appel à ma fonction sign. Et la fonction sign vient toujours avec un time. Donc cette fois-ci, je vais utiliser les propriétés de la fonction sign pour déplacer les vertex de ma hache. Et pour ce faire, je vais juste brancher ça là pour vous montrer. Donc là, vous pouvez voir que la hache bouge. C'est léger, mais elle bouge bien de haut en bas. Plus précisément en diagonale. Donc là, admettons que je multiplie la sortie du sign par une valeur. Donc ici, je vais faire un scalar parameter. Je vais appeler ça shake intensity. Donc si je mets une valeur, par exemple, de 10, vous pouvez voir que là, la hache se déplace de 10 unités le long du vecteur x égale 1, y égale 1 et z égale 1. Tout simplement parce que là, je sors une constante à une seule composante, on va dire, donc une valeur de 1, admettons. Et en fait, lorsqu'on va brancher ici, c'est comme si on disait, ben écoute, cette valeur de 1, tu la mets dans les 3 composantes x, y et z. Donc dans mon cas, j'ai pas trop besoin de chercher à comprendre si je veux bouger le long de l'axe x, y ou z, vu que de toute façon, tout ce que je veux faire, c'est faire trembler la hache. Donc là, comme nous l'avons vu un petit peu plus tôt, on peut accélérer les tremblements en multipliant la sortie de la fonction time. Donc là, je vais faire un autre scalar parameter, et je vais appeler ça shake frequency. Bon, dans une autre version, j'ai appelé ça le twerk intensity, frequency, mais je préfère rester sérieux pour le coup. Donc je vais mettre ça à 20 par exemple. Et là, vous pouvez voir que la hache se met à trembler. Bon, c'est un petit peu fort. Du coup, je vais changer la valeur du shake intensity pour mettre ça à 0,5. Donc là, on ne voit pas vraiment les tremblements. Du coup, peut-être que je vais tester une valeur de 1. Voilà. Donc là, on a bien la hache qui tremble. On va appliquer ça, on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Pour le coup, ce qui est plutôt cool, c'est que, vu qu'on utilise la valeur, le paramètre charging, que je vais remettre à 0 d'ailleurs, en fait, lorsque je vais le changer ici dans le BPAX, que je vais mettre à 1, ça va activer non seulement le shake de la hache, donc ici, shake de la hache, mais ça va aussi activer
les clignotements de la hache. Clignotement de la hache. Donc là, si j'applique le matériau et que je sauvegarde, lorsque je vais lancer l'exécution, on peut voir que dès que je charge mon lancer, la hache se met à trembler. Donc là, à vous de gérer l'intensité. Moi, perso, j'ai choisi de mettre une intensité de 0,5 parce que je trouvais que c'était pas trop exagéré. Alors, l'avantage du shake en utilisant les matériaux, c'est que on délègue en fait le shake à la carte graphique. C'est des concepts plutôt avancés, on va dire, mais l'avantage c'est que c'est plus optimisé que de demander à la caméra de bouger réellement directement dans le blueprint. Donc ce qui va se passer si on la bouge directement dans le blueprint, c'est que le shake va être calculé sur le CPU, sur le processeur et pas sur la carte graphique. Donc là, si je charge, on a la hache qui tremble. Dès que je lance, elle arrête de trembler et lorsqu'elle revient, elle ne tremble pas non plus. Maintenant, nous allons passer à la création d'un système de particules sur Niagara qui va permettre d'émettre une sorte d'explosion de particules lorsque la hache revient dans les mains du joueur. Donc, comme d'habitude, pour utiliser Niagara, il faudra activer le plugin. Donc, vous allez dans Edit, Plugins, et vous cherchez FX, et vous activez Niagara et Niagara Extras. Lorsque vous allez activer ces deux plugins, on va vous demander de redémarrer l'engine, et dès que c'est bon, on se retrouve tout de suite. Donc, là, je vais aller dans le dossier Axe, et ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler VFX. Donc, dans ce dossier-là, je vais faire un clic droit, FX, Niagara Emitter. Et je vais prendre un Omnidirectional Burst. Et je vais appeler ça NE_Impact Burst. Alors, donc, si j'ouvre cet émetteur-là, il s'agit en fait d'une petite explosion de particules et son fonctionnement en fait est relativement simple à comprendre. Ici, on a bien sûr les parties qui concernent le paramétrage de l'émetteur, mais là ici dans le Spawn Burst Instantaneous, on a donc 100 particules qui apparaissent. Dans l'emitter life cycle, le max loop count, c'est-à-dire que on le fait qu'une seule fois, on le met à 1, et lorsque les particules apparaissent, on initialise leur durée de vie, la masse, la couleur et leur rotation. Ensuite, je passe ce module-là, mais on les fait apparaître de manière aléatoire sur une sphère de rayon 40. On ajoute une vélocité partant d'un point central, et cette vélocité est aléatoire, elle va de 75 à 400. Et une fois que cette vélocité est ajoutée, on va mettre à jour l'âge de la particule, et on va appliquer une force gravitationnelle. Donc, voilà, grosso modo, comment ça se passe. De toute façon, au moment où j'enregistre cette vidéo, la semaine prochaine, on reprend les Sequoia Niagara. Et donc, on va voir plus en détail le fonctionnement de tous ces modules. Donc, là, on a des particules qui tombent. Je vais retirer la gravité pour commencer. Donc ici, je vais mettre la gravité à la poubelle. Et donc là, on peut voir que les particules ont bien le mouvement désiré. Alors, ici, dans le Initialize Particle, vous allez venir chercher le lifetime, et le Uniform Ranged Float dit en fait que pour chaque particule, on va donner une valeur aléatoire à sa durée de vie entre 1 seconde et 2 secondes 5. Donc dans mon cas, je vais mettre ça à 0,5 et 1. Ensuite, la masse de la particule, donc ça c'est un truc qui est plutôt sympa avec Niagara, c'est qu'il prend en compte la masse et on peut faire des calculs plutôt sympas. Dans le cas de cet épisode, ça va pas trop influer sur le résultat final, mais nous allons juste mettre ici, dans le maximum, une masse de 4. Ensuite, ici, dans le Sphere Location, le rayon de la sphère est un peu trop élevé, 40. Je vais mettre ça à 10. Donc, ils vont apparaître sur une plus petite sphère, sur la surface d'une plus petite sphère. Ensuite, le Add Velocity From Point, je vais mettre un Velocity Strength de 500 à 1000. Donc là, ici, lorsque vous voyez Uniform Range Float, le Velocity Strength, c'est en fait, lorsque les particules apparaissent, la vélocité que nous allons leur ajouter est aléatoire et elle va être définie en calculant une valeur aléatoire située entre 500 et 1000. Et enfin, je vais aller dans le drag ici. Alors le drag, pour info, c'est la force de frottement. C'est-à-dire qu'au début, les particules ont une vélocité maximale,
Et avec la force de frottement, enfin les frottements de l'air, la particule va ralentir au fil du temps. Donc là, je vais mettre une valeur de 3, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez que là, les particules perdent plus vite en vélocité. Et enfin, il ne me reste plus qu'à changer le scale color. Ici, je vais juste donner des particules de couleur bleue. Donc je vais mettre dans le Y une valeur de 30 et dans le Z une valeur de 50. Donc là, vous pouvez voir qu'on a des particules bleues. Donc c'est à peu près tout pour cet émetteur-là. Donc j'applique, je compile et je sauvegarde. Je ferme ça. Et pour ceux qui ne savent pas, on ne peut pas placer des émetteurs comme ça dans le monde lorsqu'on utilise Niagara. Il faut qu'on fasse un clic droit ici et on fait un Create Niagara System. Il faut créer un système de particules depuis l'émetteur. Donc là, je vais renommer ça en NS_Impact Burst. Et je vais venir brancher ça sur la hache de mon personnage. Donc dans God of War, Axe, je vais récupérer, dans God of War, pardon, je vais récupérer le blueprint de la hache. Et donc là, où est-ce que je vais ajouter tout ça? Je vais ajouter ici un Niagara Particle System, donc un système de particules. Je vais appeler ça Impact PS pour Particle System. Et là, je vais venir chercher le NS_Impact Burst. Donc, veillez à bien désactiver ici le Auto Activate, parce que sinon, ce qui va se passer, si je lance l'exécution de mon jeu, vous allez voir que les particules apparaissent dès le début, alors qu'on veut qu'elles apparaissent seulement lorsque la hache revient dans les mains du joueur. Alors, étant donné que les particules sont émises depuis la hache, on peut venir dans l'Event Graph, et ici, on a toute la logique qui concerne la phase de callback. Donc, lorsque la hache revient dans les mains du joueur, on va jouer une timeline, et lorsque c'est fini, on va désactiver les mouvements, et on va dire au joueur d'attraper la hache. Donc, c'est à ce moment-là que nous allons émettre nos particules. Et comment est-ce que nous allons faire ça? On va prendre l'impact PS, et je vais faire un Activate. Donc, je branche ça ici, je vais faire un reset, voilà, émet les particules d'impact. Donc je compile, je sauvegarde, et là, lorsque je lance le jeu, je lance ma hache, dès qu'elle revient dans les mains, boum, on a une explosion. Maintenant, nous allons nous attarder à la traînée qu'il y a derrière la hache lorsqu'on la lance. Donc ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va lancer la hache, on va activer une traînée qui va être créée sur Niagara à l'aide de systèmes de particules, et lorsqu'elle va revenir dans les mains, on désactive la traînée. À noter aussi qu'on va devoir désactiver la traînée lorsque la hache touche une surface, lorsqu'elle est accrochée sur une surface. Donc pour commencer, toujours dans le dossier VFX, je vais faire un clic droit, FX, Niagara Emitter, et je vais prendre cette fois-ci comme modèle le Fountain. Je vais appeler ça NE_Ribbon, parce que ça va être un ribbon. Ensuite, je vais faire un clic droit, Create Niagara System. Donc je vais créer le système tout de suite. Comme ça, nous allons mettre toute cette logique directement dans la hache. Donc voilà, j'ouvre le ribbon, je compile, je sauvegarde, histoire que ce soit pris en compte. Pareil pour le système, je compile et je sauvegarde. Et je vais aller dans la hache. Donc ici, dans la hache, je vais ajouter un nouveau système de particules Niagara que je vais appeler Ribbon PS. Donc je prends mon nouveau système, NS_Ribbon, je compile et je sauvegarde. Et cette fois-ci, contrairement à l'impact, au système de particules qui émet une explosion lors de l'impact, celui-là, le ribbon, va être émis constamment. Ici, si vous vous rappelez bien, dans le système de particules de l'impact burst, on a ici dans l'emitter lifecycle un max loop count qui est mis à 1, c'est-à-dire que l'explosion n'a lieu qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous faisons un reset et un activate, ça relance le système depuis le début et ça régénère cette explosion. Dans le cas des ribbons, cette fois-ci, le ribbon va être, enfin la traînée va être émise constamment lorsqu'on va l'activer. Donc c'est ce que vous pouvez voir directement ici. Ok, donc là c'est la fontaine, donc c'est pas encore le bon résultat. Donc nous allons venir ici dans le BPAX et on va créer deux fonctions. La première fonction va s'appeler Activate Trail. Cette fonction-là
va activer le ribbon PS. D'ailleurs, ici, c'est pas censé être activé tout de suite. On va venir décocher la case Auto Activate dans le ribbon PS. Donc, je compile. Et ici, dans le Activate Trail, je vais faire un Activate de mon système de particules. Je vais mettre ça à Reset. Ensuite, je vais créer une autre fonction que je vais appeler Deactivate Trail. Et cette fois-ci, vous l'aurez deviné, cette fonction désactive le système de particules. Voilà. Donc là, je mets dans des fonctions, tout simplement parce que peut-être que plus tard, on voudra ajouter d'autres effets dans ces fonctions-là et tout. Donc voilà, je laisse comme ça tel quel pour le moment. Ensuite, je vais aller dans le throw, parce que c'est au moment du lancer que nous allons activer notre trail. Donc ici, je fais un activate trail. Après, dans l'event graph, ici, je vais revenir dans l'endroit où il y a l'impact. Alors l'impact, il a lieu ici. Donc là, on fait appel au stop, à la fonction stop, et je vais venir brancher ça là. Donc la fonction stop, pour rappel, l'événement stop, désactive les mouvements de rotation et désactive les mouvements de type projectile. Donc ici, je vais faire un deactivate. Donc on désactive le trail lorsqu'on touche une surface. Et ensuite, on le réactive à un moment bien précis. C'est lorsqu'on est dans la phase de retour. Donc là, lorsqu'on fait le callback, on va faire appel au activate trail, qui va réactiver le système si jamais il n'est pas activé à cause de l'impact ici. Et on va le désactiver à la fin de la timeline, au même moment où on émet les particules d'impact. Donc là, on fait un deactivate trail. Donc, puisque à ce moment-là, la hache est revenue dans les mains du joueur. Donc je compile et je sauvegarde, et on va commencer à travailler directement sur l'émetteur ribbon. Donc là, on peut tester, je peux lancer l'exécution. Lorsque je lance la hache, on a bien la fontaine qui est activée, elle est désactivée lorsque la hache s'accroche, et lorsqu'elle revient, on a la fontaine qui se réactive. Sauf que nous, on ne veut pas une fontaine, on veut un ribbon. Donc, alors, comment est-ce que ça fonctionne? Ici, on a des sprites. Nous, on va créer un autre type d'émetteurs, qui sont les émetteurs de type ribbon. Ça va nous créer un ruban qui va suivre la hache. Et pour créer un ruban, ce qu'il faut faire en premier, c'est venir désactiver ici le sprite dans la zone render tout en bas. Je vais venir cliquer sur le petit plus et je vais choisir ribbon. Donc là, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas si vous allez le voir dans la vidéo, mais on a des petits rubans qui apparaissent. Alors, ce qui se passe, c'est que sur Niagara, les ribbons, ce sont quand même des particules qui apparaissent et qui sont attachées les unes à la suite des autres. Donc, pour mieux visualiser tout ça, on va créer un petit matériel qui va nous permettre de voir un peu les rubans. Donc, ce matériel-là, je vais venir ici, je vais faire un clic droit, New Material, et je vais appeler ce matériel M_ribbon. Voilà. Je vais l'ouvrir. Ici, en fait, les propriétés du ribbon, je vais le mettre en unlit, parce qu'ils ne vont pas être affectés par la lumière. Et dans l'emissive color, je vais venir brancher ici un particle color. Donc là, le particle color, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en fait, dans le ribbon, ici, lorsqu'on va donner une couleur à nos particules, donc là, par exemple, du bleu, admettons, ici, ce qui va se passer, c'est que cette information-là va être branchée ici, dans le particle color. Alors, là, je vais venir chercher Niagara Ribbon pour dire que c'est un matériau qui va être utilisé avec les ribbons de Niagara. Je coche ça, ça va permettre d'optimiser un petit peu le rendu. Donc j'applique, je sauvegarde, et donc ici,
je vais venir chercher notre matériau que je vais brancher dans le Niagara Ribbon Renderer Properties. Donc là, je vais taper Ribbon. Et voilà. Donc on a bien la couleur que nous avons définie tout en haut. Donc maintenant, vu qu'on travaille avec des ribbons, on peut supprimer le Initialize Particle puisqu'il y a un module spécifique dédié au ribbon. Je vais appeler Initialize Ribbon. Donc, ce module-là, il va changer un peu certains paramètres. Et tout ce qu'on va faire, c'est que nous allons désactiver la masse et la couleur. Le lifetime, on va le laisser pour le moment à 1. Et on va mettre le ribbon width à 50. Nous allons élargir la taille des rubans. Donc là, si je mets à 10, vous pouvez voir qu'ils sont bien plus larges. Dans notre cas, la valeur qu'il faut mettre, c'est 50. Donc là, j'applique et je sauvegarde. Et du coup, étant donné que ce système va être attaché à notre hache ici, lorsqu'elle va être lancée, on n'a pas besoin d'avoir d'informations de déplacement. Ici, là, on a les ribbons qui sont émis et qui tombent. Donc, je vais remettre à une taille de 5, par exemple, pour que vous voyez bien. Les ribbons sont affectés par la gravité, par la force de frottement, etc. Donc là, on peut supprimer tout ce qui est information de déplacement, puisque c'est la hache qui va définir l'endroit où les particules vont apparaître. Donc ici, on peut supprimer, si je ne me trompe pas, à peu près tout, sauf le Update Age, parce que c'est lui qui va nous permettre de définir la couleur des particules au fil du temps. Donc ici, on peut voir que les particules apparaissent dans un sphere location, ici, donc je peux mettre par exemple quelque chose comme 50, et on a cet effet de gribouillage en fait qui représente bien la sphère sur laquelle les particules apparaissent. Encore une fois, ce système de particules va être attaché à la hache, donc on n'a pas besoin d'avoir d'informations de position. On peut supprimer le velocity aussi d'ailleurs, vu qu'on ne se déplace pas, et on peut déplacer le sphere location, vu que la position va être la position de la hache dans l'espace. Ensuite, avant de terminer tout ça, on veut une information de couleur, on veut donner une couleur à nos particules. Donc là, c'est normal que vous ne voyez plus rien, vu qu'on ne lui donne pas de position. La position va être définie directement avec la hache. Ici, dans le Particle Update, je vais ajouter un color. Voilà, ici, je vais faire un color qui va me permettre de définir une couleur pour les particules. Donc je vais mettre ça à bleu pour l'instant. Vous n'allez pas voir grand-chose pour le moment. Je vais juste appliquer et sauvegarder. Et là, si je lance l'exécution, on peut voir qu'il y a bien une traînée derrière la hache. Elle apparaît et disparaît lorsque je lance et lorsque j'appelle la hache. Donc maintenant, nous allons faire quelques petites modifications. Donc, alors, pour rappel, les ribbons sont des particules qui vont être spawnées à chaque fois à un rate bien précis. Donc ici, 100 particules par seconde. Donc les 100 particules vont apparaître à la seconde et vont être attachées les unes à la suite des autres, ce qui va donner cet effet de ruban. Donc déjà, je vais augmenter l'épaisseur de mon ribbon dans le Initialize Ribbon. Ici, je vais mettre à 50. J'applique et je sauvegarde. Donc si je lance l'exécution, on a bien un ruban qui est bien plus grand. Et cette fois-ci, nous allons faire deux autres choses. Donc là, si je lance la hache, vous pouvez voir que le ruban n'est pas super sexy. On aimerait bien qu'il y ait une sorte d'effet de transparence à l'arrière de la traînée. Donc pour ce faire, nous allons modifier notre matériel. Donc là, nous avons le particle color qui est branché ici directement. Et je vais ajouter une information d'opacité. En activant ici le blend mode, je vais le mettre à translucent pour donner la possibilité de donner de la transparence à mon système de particules. Donc ici, je vais multiplier l'information de transparence qui est mise directement dans le ribbon ici. Je vais brancher ça dans l'opacity. Et ici, je vais venir chercher un text coord, le texture coordinate. Donc ce sont les coordonnées de texture qui vont de 0 à 1 sur X, Y et Z, donc R, G et B vu qu'on est dans un matériel. Et je vais faire un masque
pour ne récupérer que la composante R. Donc je décoche le G ici, la composante rouge va me donner un dégradé qui va aller de gauche à droite de 0 à 1. Ensuite, je vais faire un 1 minus pour inverser le sens. On va aller dans l'autre sens, je branche ça ici, et là, si j'active le rendu sur un plan, vous pouvez voir qu'en fait, l'effet que ça donne, c'est que ici, on va de noir à blanc, et ça représente l'opacité, donc noir représente quelque chose de totalement transparent, et blanc quelque chose de totalement opaque. Et on a donc une jolie transition qui va de l'un à l'autre. Donc si j'applique et que je sauvegarde, vous allez voir que lorsque je vais lancer l'exécution de mon jeu, en fait ce qui se passe, c'est qu'on a plus une sensation de traînée plutôt que de ruban. Cette fois-ci, on a bien une sorte d'opacité. L'opacité est en dégradé directement sur la traînée. Donc maintenant, dernier point important à ajouter. Donc ici, je fais un collapse to headers. On a la couleur ici. Donc le bleu, c'est joli, mais j'aimerais bien pouvoir donner une couleur de début à la traînée et une couleur de fin. Donc pour ce faire, je vais venir ici chercher le color. Je vais prendre un LERP en cliquant sur la petite flèche ici à droite. Je vais prendre un LERP Linear Colors. Donc le LERP, on l'a vu plus tôt dans cet épisode. Il va prendre un LERP factor qui va aller de 0 à 1 et qui va prendre la couleur soit start, soit end color en fonction de cette valeur-là. Donc ici, j'aimerais que le début de la traînée soit par exemple quelque chose comme blanc, bleu clair, on va dire. Et le end color, on va mettre du bleu du cyan. Comment est-ce que je vais définir le LERP factor? Est-ce que je vais donner 0 ou 1? Il faut que je clique ici sur la petite flèche et je vais venir chercher le normalized age. Alors, le particles.normalized age, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur qui va évoluer dans le temps et qui va aller de 0 à 1 pendant toute la durée de vie de la particule. C'est-à-dire que lorsque la particule va apparaître, elle va être égale à 0, et lorsque la particule va mourir, elle va être égale à 1. Donc, ce que ça veut dire, c'est que du coup, lorsque la particule va apparaître, elle va être bleu clair, plutôt blanc, on va dire. Et lorsqu'elle va bientôt mourir, elle va devenir de plus en plus bleue. Donc, j'applique, je compile et je sauvegarde. Et donc là, si je lance l'exécution, vous pouvez voir que la traînée de la hache fonctionne correctement. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Je suis désolé pour la longueur, il y avait vraiment beaucoup de concepts importants à aborder. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a été utile ou qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de me laisser un like et un petit commentaire dans la zone de commentaires, ça fait toujours plaisir et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc si vous voulez en apprendre plus sur Unreal Engine, je vous invite à cliquer sur l'une des 2 vidéos qui se trouvent ici à droite. Pour ma part, je vous dis à très vite, c'était Evans, ciao!